Merci beaucoup. D'abord, merci Martin pour l'invitation et pour l'opportunité d'être ici. Aussi, je remercie à l'ENAP et à la chaire de politique de jeunesse que tu diriges. Comme j'avais parlé avec Martin, cette conférence va être une opportunité pour débattre avec vous l'idée de la citoyenneté juvénile et surtout l'importance que ce concept peut avoir pour penser et pour dessiner les politiques publiques sur la jeunesse. L'origine de cette idée que je vais exposer cet après-midi, c'est un document que j'ai rédigé l'année dernière pour le gouvernement provincial de Barcelone, une institution qui travaille depuis beaucoup d'années sur ce sujet et qui a développé des politiques de jeunesse intéressantes et novatrices et qu'à ce moment, elle croyait nécessaire de repenser ces politiques-là. Mais la première question est pourquoi ce besoin de repenser les politiques de jeunesse? Je crois qu'il y a beaucoup de raisons, mais la plus importante, à mon avis, c'est qu'au moins en Espagne, on vit une situation paradoxale. Depuis les années 80, c'est-à-dire depuis la période de la consolidation démocratique en Espagne, les politiques de jeunesse ont eu un développement très grand dans tous les niveaux de l'administration. L'administration nationale, l'administration régionale, l'administration provinciale et l'administration municipale. Mais en même temps, la confusion, ou on peut dire les débats sur l'objectif de ces politiques, sur le but des politiques de jeunesse, augmente. On peut dire que les succès de ces politiques n'est pas accompagné par un accord parmi les spécialistes et les techniciens sur le cheminement à suivre, et aussi il y a une certaine sensation d'épuisement. Pour comprendre un peu mieux la question, je crois qu'il faudrait l'encadrer et parler un peu du débat sur les politiques de jeunesse qui a eu lieu en Espagne depuis la fin des années 90. Un débat dominé, dit d'une manière très schématique, par l'affrontement entre deux conceptions opposées. D'un côté, les défenseurs des politiques de transition, c'est-à-dire les politiques de jeunesse les plus classiques, visées à aider les jeunes à réussir dans leur transition vers la vie adulte et par conséquent centrées sur les questions liées à l'intégration sociale des jeunes, spécialement la transition école-travail et toutes les choses d'arrivée de ceci. D'autre côté, les partisans de politiques dénommées affirmatives, c'est-à-dire celles-là qui veulent renforcer la condition juvénile dans cette nouvelle étape de la vie et en conséquence centrées sur les aspects les plus caractéristiques de la vie des jeunes actuels, comme la créativité, l'expérimentation, etc. Du paradigme qui renvoie à deux images de la jeunesse et deux approches sur les transitions et qui ont l'idée des points forts et des points faibles. Par exemple, les politiques de transition ont été critiquées pour ne pas connaître la nouvelle dynamique sociale de la jeunesse dans nos sociétés d'individualisation et des incertitudes, où la jeunesse n'est pas déjà une période d'attente, sinon une étape importante dans la vie des individus. Par contre, les politiques affirmatives ont été critiquées pour consacrer tous les efforts sur deux aspects labellisés comme juvéniles, mais finalement des aspects secondaires, aspects soft, dans la vie des jeunes, tandis qu'ils oublient les véritables problèmes juvéniles, les aspects hard. Bien, la sensation d'impasse de ce débat peut expliquer, à mon avis, la tendance entre beaucoup de spécialistes dans les dernières années à parler de la citoyenneté comme le vrai objectif du travail public avec lui. La citoyenneté juvénile apparaît de cette forme comme l'élément clé de toute la réflexion sur la politique de jeunesse, qu'on le veut atteindre pour l'action publique dans ce champ.
Alors, c'est clair, le problème est savoir qu'est-ce que c'est la citoyenneté juvénile et les possibilités de faire une action publique centrée sur cette notion. Cela est l'objectif de mon intervention. J'ai divisé mon intervention en 5 parties. Première, le modèle classique du citoyen, l'idée des déficits civiques, le déclin de la condition juvénile, la construction de l'expérience civique et finalement certaines conclusions ou quelques idées pour travailler. Bien, mais avant de commencer avec le développement du problème, je voudrais clarifier très rapidement quelques questions initiales que je crois qu'ils sont très importantes. La première, c'est pourquoi, on peut dire pourquoi parler de politiques centrées sur la citoyenneté au lieu de parler des choses plus connues comme l'émancipation ou l'accès à la vie adulte. Je crois que la réponse est très facile. On doit rappeler qu'aujourd'hui, l'incorporation à la vie adulte est seulement un des éléments de la vie juvénile, mais pas l'unique élément. En plus, parler d'émancipation suppose placer l'objectif de l'action dehors de ce protagonisme. Tandis que parler de citoyenneté signifie demander pour les places que les jeunes ont aujourd'hui dans la société. Signifie rechercher sur leur projet de vie et les possibilités de les mettre en œuvre. Penser sur la citoyenneté permet de penser sur le jeune d'aujourd'hui et pas sur les adultes du lendemain. La deuxième question, c'est pourquoi parler de citoyenneté juvénile si la citoyenneté n'a pas d'objectif? Elle est, ou bien doit être, une caractéristique de toutes les personnes, n'importe quel âge ou quelle condition sociale. Bien, c'est vrai, le développement de la citoyenneté est un objectif social général, mais dans le cas des jeunes, cet objectif a plus d'importance parce qu'habituellement les jeunes n'ont pas été considérés des citoyens. L'image en négatif de la jeunesse ne permet pas d'analyser leur position comme des acteurs sociaux et politiques, et c'est pour ça la nécessité de développer cette idée de citoyenneté juvénile. La troisième question, c'est demander si placer la citoyenneté comme le but principal des politiques publiques sur la jeunesse signifie défendre qu'il y a un seul cheminement pour l'atteindre. Au contraire, je crois qu'on doit répondre que la diversité et pluralité du groupe juvénile empêche n'importe quelle possibilité de dessiner une seule forme d'être et d'agir comme citoyen. Précisément, l'un des défis les plus importants des politiques de jeunesse est de dessiner et de concevoir des dispositifs institutionnels flexibles pour s'adapter à la variété de jeunes au lieu d'essayer de construire une trajectoire normalisée de transition dans la citoyenneté. Finalement, les réponses à ces 3 questions se rencontrent sur les mêmes points. C'est la nécessité de placer la citoyenneté dans le centre du récit sur la jeunesse et l'action publique, et en plus de rechercher s'il est possible à ce moment et dans les conditions actuelles, être jeune et être citoyen en même temps. Parce que finalement, ceci est la question fondamentale. Bien, pour répondre à cette question, nous devons commencer à voir quel est le modèle de citoyen prédominant dans nos sociétés démocratiques, c'est-à-dire qui est considéré un citoyen. Si quelqu'un vous demande les traits fondamentaux d'un citoyen, je crois que la plupart d'entre vous penseraient dans une personne intégrée dans la société, et plus ou moins vous seriez d'accord avec ces 4 traits. Première, l'intégration dans les systèmes socio-économiques au moyen de la participation dans le marché du travail. Est-ce que aujourd'hui le travail, bien que le travail est reconnu je crois, dans toutes les constitutions comme un droit, aujourd'hui le travail est surtout un devoir citoyen. Le deuxième trait, c'est la reconnaissance par l'État d'une série de droits qui expriment l'appartenance à la communauté. Ces droits
sont conçus essentiellement comme des droits octroyés par l'État à partir de l'idée de nationalité dans une relation hiérarchique État-citoyen. Le troisième trait, c'est l'accomplissement de quelques devoirs définis par l'État, essentiellement le paiement d'impôts, le respect des lois, et aussi de certaines responsabilités plus diffuses liées avec le fonctionnement de la société. Et le quatrième, c'est l'existence de certains liens avec les sphères publiques qu'on pourrait nommer sens ou compétences civiques. Mais, bien compris, parce que la compétence civique est compris comme une simple réserve d'influence qui est renouvelée rituellement de plusieurs formes. Par exemple, parmi les expressions d'opinion politique dans les médias ou les sondages, la participation électorale ou l'appartenance à une association. En tout cas, et c'était très important, nous ne parlions pas d'un citoyen actif. Sinon, nous parlions comme il y a 5 ans ou 60 années, déjà avait parlé à mon niveau dans la culture politique, d'un citoyen seulement potentiellement actif. Bien, ces 4 caractéristiques dessinent un type de citoyen abstrait, dominé par les appartenants formels et qui est soutenu sur une conception de l'intégration sociale par le travail et l'indépendance économique. Dans un article publié par un groupe de recherche anglais dirigé par Ruglus Lista, ce modèle de citoyen est dénommé comme des citoyens indépendants, respectables économiquement. Deux idées, l'idée de respectabilité et l'idée d'indépendance économique. Et très important dans cette recherche est fondée sur un travail avec des jeunes. C'est le jeune qui crée, qui donne cette concession de citoyenneté. Pour les jeunes, un citoyen, c'est une personne respectable, une personne indépendante, respectable économiquement. Bien, et comme je dis, les deux idées, l'idée de respectabilité et l'idée d'indépendance économique, sont deux traits qui sont très liés au statut adulte et que difficilement ils sont attribués aux jeunes. Mais aussi des traits qui laissent dehors, qui excluent beaucoup de groupes sociaux dans une société plurielle, dynamique et inégale comme nos sociétés capitalistes. C'est pour ça que je parle d'un modèle de plus en plus exclusif qui ne donne pas une réponse appropriée aux transformations de la jeunesse actuelle et à sa position sociale de subordination et dépendance. Précisément, ces dernières années est devenu populaire le concept de citoyenneté active qui veut être une alternative à ce modèle classique de citoyen et surtout aux aspects les plus problématiques. Le concept de citoyenneté active défend que pour renouveler la vie civique de nos démocraties, il faut atteindre un nouvel équilibre entre les droits et les responsabilités. Et en même temps, il faut voir la participation dans la communauté comme une obligation civile. Ce concept qui a son origine dans les discours des conservateurs britanniques des années 80, l'époque de Margaret Thatcher, et puis développé une approche plus progressiste par le nouveau travaillisme, par la New Left et Tony Blair, et aussi très utilisé par l'Union européenne. Finalement, je crois qu'il ne résout pas les problèmes qui sont dans la base de cette conception de citoyenneté. Et pourquoi? Parce que je crois que le principal problème est que cette conception classique de citoyenneté ne considère qu'une voie d'accès à la condition de citoyenneté. C'est l'accès à la vie adulte. Et par conséquent, les gens sont considérés comme des citoyens incomplets, comme Aristote disait, ou comme des citoyens en attente.
c'est-à-dire des individus qui doivent être appris et préparés par la vie civique. Cette approche explique, je crois, que la plupart des politiques de jeunesse que je connais sont basées sur une même idée principale, l'idée du déficit civique de jeunes et le besoin de faire des programmes et des projets pour les compenser. Quand nous pensons dans cette approche, on comprend que la meilleure forme de surmonter ce déficit soit travailler pour que les jeunes réussissent à atteindre les attributs de la population adulte, c'est-à-dire les attributs socio-économiques et civiques. Cela explique, comme très bien a montré un chercheur mexicain, Rosana Brillo, et la prédominance dans les politiques de jeunesse d'un mêle entre stratégies instrumentales visées à atteindre l'intégration sociale grâce à l'indépendance économique, l'émancipation familiale et la formation d'un nouveau noyau de relations sociales, et en même temps la prédominance d'un concept disciplinaire de la citoyenneté, où les jeunes sont appris à respecter les normes, à collaborer avec d'autres pour montrer leur intérêt par les choses publiques, mais sans reconnaître leurs conditions de membres de la communauté. Habituellement, j'explique cette situation avec la métaphore de l'apprenti. Dans le monde classique européen, je crois que aussi en Amérique, mais dans le monde classique européen, l'apprenti était le jeune qui apprend un métier avec une personne qui le connaît bien, qui connaît bien le métier. Et la période d'apprentissage consiste en la répétition d'une série de modèles canoniques, d'accord les instructions et les normes de ceux qui ont reconnu la capacité d'agir, qui sont considérés capables. Vous pensez par exemple les apprentis dans le Moyen Âge, les apprentis des personnes qui font les cathédrales ou les sculptures, etc. C'est le modèle classique de l'apprenti. Bien, l'apprenti vit sous la tutelle de quelqu'un. Il est dépendant. Il n'a pas sa propre initiative. Bien, de la même manière, je crois que le jeune est considéré un apprenti de citoyen, qui est subordonné aux adultes et qui doit suivre, doit accomplir une série de normes et comportements que les adultes considèrent adéquats, mais il ne peut pas prendre l'initiative. De cette manière, il entre dans le monde de responsabilité, et cette idée du déficit civique dont nous parlions serait peu à peu compensée et le jeune pourrait devenir citoyen et adulte en même temps. Bien, l'expérience accumulée, l'expérience entassée pendant les dernières années, au moins en Espagne et d'autres pays européens, montre que cette forme de faire les choses ne donne pas les résultats escomptés. On fait beaucoup de programmes, on prend beaucoup d'initiatives politiques dans ce sujet, mais les problèmes de l'intégration civique juvénile continuent. Les pouvoirs publics, les médias et en général la société adulte se plaignent que les jeunes ne s'engagent pas, ou ils ne s'engagent pas de la manière voulue. Et les jeunes sont partis croient qu'ils ne sont pas reconnus comme des citoyens. À mon avis, la raison de cet échec, de cette situation, est justement l'oubli des protagonistes de l'histoire et l'oubli d'une analyse de leur situation de subordination et des obstacles qui les empêchent d'acquérir les ressources et capacités nécessaires
pour exercer les droits et pour être des acteurs. Parfois, on dit que nous sommes devant un problème de reconnaissance des droits juvéniles, mais je ne le crois pas. Les droits formels ne sont pas le problème, je crois. Le vrai déficit est provoqué par les difficultés pour acquérir les ressources civiques qui permettent de développer les compétences, les capacités qui font possible être et agir comme un membre plein de la société. Et ce développement seulement sera possible dans un contexte socio-économique adéquat, un contexte dans lequel les jeunes ont des conditions de vie bonnes, comme Amérique Tassel disait. En conséquence, les politiques de jeunesse ne devraient pas se préoccuper seulement, et je souligne seulement, d'une approche instrumentale pour favoriser l'émancipation des jeunes ou l'entrée dans le marché du travail. C'est vrai que sont deux vies fondamentales, deux aspects à travailler. Mais je crois que le vrai objectif des politiques de jeunesse doit être créer un milieu social et économique, et là, et aussi les problèmes de l'émancipation, les problèmes de l'initiation socio-professionnelle, etc., mais créer un milieu social et économique dans lequel les jeunes peuvent développer leurs compétences civiques, exercer leurs droits et agir comme un citoyen, tandis qu'ils continuent à être jeunes. Une autre fois, il est clair, comme Martin a écrit, que ce qui importe, c'est le processus et pas seulement le résultat final. En résumé, le développement des capacités civiques des jeunes et la construction d'un milieu social, économique, culturel favorable pour ceci seraient les deux grands axes, les deux grandes dimensions des politiques de jeunesse. Mais pour que ces politiques réussissent, on doit travailler avec une image réelle de la jeunesse actuelle. Une image qui nous permet de comprendre comment ces capacités civiques se développent aujourd'hui. Dans cette diapo, j'ai réuni beaucoup de choses au sujet de la nouvelle condition juvénile. Et tous sont d'accord, tous se rencontrent dans le même point. La profonde transformation de la forme d'être jeune dans la société actuelle. L'idée des moratoires, vous pouvez rappeler l'idée des moratoires d'Erickson dans la psychologie sociale, habituelle à d'autres moments pour représenter des expériences de jeunes, a été substituée par la création d'une identité juvénile de plus en plus éloignée des références adultes et de plus en plus rapportée à des expériences propres de jeunes dans de différents espaces, différents domaines de la vie. Et c'est dans ce contexte de changement et incertitude, d'opportunités et de risques que les capacités civiques des jeunes se développent. Un développement qui a deux éléments fondamentaux, indispensables. L'autonomie et l'agency. Comme Nicole à Québec, je ne trouve pas un mot en français pour traduire l'idée d'agency. Et je mets les paroles en anglais avec Vigérie. Parce que c'est un concept difficile de traduire. En espagnol, on a fait une traduction directe, mais aussi est difficile de comprendre. Bien. Les deux clés de la condition civique juvénile sont l'autonomie et l'agency, la capacité d'agir, on peut dire. L'autonomie a été toujours un but fondamental de transition et a été traditionnellement la conséquence plus ou moins directe de l'émancipation juvénile et de l'intégration socio-professionnelle.
Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Et par exemple, nous trouvons plusieurs processus d'émancipation qui ne produisent pas des individus indépendants et autonomes. Je pense par exemple au cas de certaines mères jeunes dans des contextes défavorisés. Et aussi, il y a beaucoup de situations de semi-dépendance. Eux, des jeunes qui sont indépendants économiquement, mais ils sont dépendants familialement. C'est-à-dire que les choses ont changé, et c'est pour ça qu'on peut dire qu'à ce moment, l'autonomie n'est pas égale à émancipation ou à indépendance économique. Dans la société actuelle, l'autonomie est réalisée à la biographie de jeunes pendant leur parcours biographique et pas à la vie adulte. Et elle est construite dans les contextes de la vie juvénile, c'est-à-dire dans les espaces de sociabilité, dans les espaces d'expression culturelle, dans ces espaces où les jeunes se trouvent. Et c'est pour ça que Internet est devenu un champ d'expérience d'autonomie décisive pour une grande partie des jeunes, parce que c'est le lieu où les jeunes se trouvent. Bien, cette recherche d'autonomie s'exprime dans les domaines collectifs et la capacité d'agir, la agency, de participer dans les processus sociaux et politiques qui les entourent. La participation donne visibilité aux gens, renforce leur présence et leur pouvoir. Enfin, autonomie et capacité d'agir se renforcent mutuellement et marquent les priorités à suivre par l'action publique. Des priorités qui, d'une forme très résumée, on peut dire que c'est obtenir que les jeunes soient capables de gérer leur projet de vie, d'assumer des responsabilités personnelles et collectives, de s'insérer dans les communautés où ils appartiennent et de participer dans l'espace public. Ces priorités, qui sont à la base de toutes les politiques dirigées à promouvoir la citoyenneté juvénile, sont plus importantes, mais aussi plus difficiles à réaliser dans ces cas-là où les jeunes vivent dans des conditions sociales difficiles, dans des contextes défavorisés. Précisément, cela est l'un des principaux défis des politiques de jeunesse, je crois que tant en Espagne qu'au Canada. Bien, le dernier aspect que je vais commenter est comment l'expérience civique de jeunes est construite. Comme je dis déjà plusieurs fois, la citoyenneté est en même temps statut et pratique. C'est être et agir. Cependant, dans les cas des jeunes, je crois qu'on peut affirmer que l'action fait possible être citoyen. Sans oublier l'importance de la reconnaissance légale des droits, le jeune devient citoyen au moyen des pratiques et les apprentissages que cela apporte. Le jeune devient citoyen d'une forme fluide, épisodique, grâce aux expériences de présence et un rôle principal dans l'espace public. Mais nous ne devons pas oublier les contextes politiques culturels défavorables actuellement, où il règne la désaffection, le désintérêt, etc., etc. Un contexte qui fait très difficile pour le jeune construire une expérience civique positive et au contraire les éloigne des questions publiques. Ces dernières années, je crois que c'est la raison, ces dernières années, dans de nombreux pays, comme l'Angleterre, l'Australie, l'Espagne et je crois qu'aussi le Canada, on a voulu trouver une solution avec l'éducation à la citoyenneté. Civic education. Je crois qu'au Canada, il y a aussi il y a une matière. Bien. C'est un sujet très difficile, je ne
ne suis pas un expert dans ce sujet. Mais en général, on peut dire que les résultats ne sont pas clairs et beaucoup de spécialistes sont d'accord sur la difficulté de surmonter l'idée des déficits civiques qui est arrière la plupart des programmes de cette discipline. Et en plus, à mon avis, la solution ne passe pas par l'enseignement des savoirs formels, des valeurs et comportements officiels qui essaient de reproduire une citoyenneté normale, ou mieux dire une citoyenneté normalisée. Un type d'enseignement, un type de citoyenneté qui habitue les adolescents à reproduire les choses comme ils sont, ou bien, au contraire, il leur pousse vers l'exclusion car ils ne sont pas d'accord. La stratégie la plus intelligente, à mon avis, est favoriser les processus d'apprentissage informels là où ils ont lieu, c'est-à-dire les contextes d'expérience et activités des individus. Des processus d'apprentissage dont les contenus sont des capacités civiques pour comprendre et interpréter le monde. Ces contenus sont appris dans les espaces de la vie quotidienne, c'est-à-dire là où le public et le privé entrent en contact. L'école, mais pas l'école traditionnelle, pas l'école, pas l'enseignement formel de matière. L'école comme un espace de vie démocratique. Mais cela est très difficile. Si vous voulez, puis nous pouvons parler un peu de ça parce qu'il y a beaucoup d'expériences en Espagne, on connaît beaucoup d'expériences d'essais d'introduire l'idée de participation, etc. dans l'école, mais il a été en général un échec. Nous devons demander pourquoi. Bien, comme j'ai dit, ces contenus sont appris dans les espaces de la vie quotidienne, comme l'école, la rue, les communautés virtuelles, sont les espaces privilégiés pour former l'expérience civique des jeunes, pour apprendre à être citoyens. Un apprentissage qui est possible grâce aux pratiques qu'ils font avec les autres. Et cet engagement juvénile suit, et cela est, je crois, important, une logique différente aujourd'hui d'accord la nouvelle dynamique sociale de la jeunesse. Une logique dans laquelle, par exemple, la signification accordée par les jeunes aux différentes actions n'est pas fondée sur leur nature institutionnelle, sinon sur la position de l'acteur dans la même. Comme plusieurs recherches montrent, pour beaucoup de jeunes, le bénévolat, l'action solidaire, les activités informatives ou de protestation ou les activités clairement politiques forment un ensemble dans lequel il n'y a pas de grandes différences de signification. En tout cas, la chose importante est la volonté de devenir un acteur dans l'espace public. De cette manière, pour les jeunes, l'engagement civique devient politique et annule ou faible la séparation entre le social et le politique, entre le civique et le politique. Une frontière que les pouvoirs essaient de renforcer une et autre fois afin de maintenir le monopole de l'action politique. Bien, nous avons arrivé à la conclusion. Si mon exposition a été claire, c'est-à-dire si mon argument a été bien exprimé dans le français, on doit être évident que la possibilité réelle de la citoyenneté juvénile exige que les deux dimensions de notre problème, être jeune et devenir citoyen, soient possibles en même temps. On ne doit pas penser les politiques de jeunesse pour atteindre un but spécifique,
sinon pour gérer un processus qui lie étroitement le développement des jeunes comme des personnes autonomes avec l'exercice de leurs conditions citoyennes. Quand le jeune exerce activement leur appartenance à la communauté, ils deviennent des citoyens. Mais aussi, ils concurrent de nouveaux espaces d'autonomie personnelle et collective, et vice-versa. Avec cette approche, qui encadre les politiques de jeunesse comme des politiques de citoyenneté, la discussion entre les politiques de transition et les politiques visées à renforcer la condition juvénile, dont je parlais au début, elle reste sans importance, ou mieux dire, elle a une nouvelle perspective. L'objectif alors est l'intégration sociopolitique au moyen du rôle principal des personnes autonomes qui ont la capacité de transformer la réalité où ils vivent. Un objectif qui, pour être efficace doit faire attention à la hétérogénéité, à la diversité des jeunes, à la diversité des situations que les jeunes vivent pendant leur cycle vital et aux obstacles qui trouvent les jeunes d'arriver des inégalités sociales et des incertitudes de transition. Bien, pour conclure et pour finir, je ne mentionnerai que 3 idées, 3 pistes que je crois qu'on peut développer. La première, c'est que les pouvoirs publics, à mon avis, doivent viser leur action à créer des opportunités. Cela signifie travailler pour enlever des obstacles qui empêchent les objectifs mentionnés et créer les opportunités afin que le jeune décide les parcours à suivre, les stratégies à utiliser. Au lieu de favoriser des modèles de comportement qui réduisent la diversité et l'initiative des acteurs, les politiques de jeunesse doivent fournir un cadre de possibilités, parmi lesquelles choisir, mais sans oublier, et cela est très important, que les inégalités sociales et les situations de vulnérabilité sociale ont comme le principal effet la réduction de ces opportunités de choisir les cheminements à suivre. La deuxième piste, la deuxième idée, c'est la nécessité de faire d'actions qui permettent la création de milliers d'engagements juvéniles, d'accord les critères qui expliquent aujourd'hui la logique de l'engagement de jeunes. Une logique dans laquelle l'expérimentation et l'innovation ont un lieu principal. Au fond, il faut faire de la participation le centre de politique de jeunesse, mais non une participation placée à la fin du processus technique de délibération, comme une manière de légitimer les décisions des adultes. Au contraire, une participation qui est au début et à la fin des actions. En d'autres termes, il faut construire une politique participative. Et la troisième ligne, pour développer la citoyenneté juvénile, est faire une politique de la présence. Et je prends ce mot du féministe classique de 80, d'auteurs qui ont parlé de la politique de présence des femmes, je crois qu'on peut appliquer aux jeunes. Une politique de la présence qui donne une visibilité positive à la jeunesse, qui transforme le jeune en tant qu'un public compétent, avec un voix efficient. Et ici, le concept de voix est Hirschman, et engagé avec les affaires collectives. Les politiques de jeunesse ne peuvent pas se contenter avec la discussion de ces problèmes qui sont labellisés comme des problèmes juvéniles. Au contraire, elles doivent rompre ces 3 limites et travailler afin que les jeunes soient présents dans les différents espaces du débat démocratique. Et ils peuvent faire attendre leur voix dans une politique intergénérationnelle.
Bien, avec ce point de départ, je crois qu'on peut travailler pour faire de la citoyenneté juvénile une réalité transformatrice de la position des jeunes dans nos sociétés contemporaines. Merci.